Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna, et aujourd'hui on va vous parler de Hair, la comédie musicale rock qui a révolutionné Broadway à la fin des années 60. Son titre complet est Hair, The American Tribal Love Rock Musical. Alors, Hair, de quoi ça parle? Quel est le pitch de cette pièce? En fait, il n'y en a pas vraiment. C'est une comédie musicale qui va nous plonger au cœur d'une communauté hippie de New York, donc dans les années 60. Il va se passer quelques petites choses malgré tout, mais c'est surtout une comédie musicale chorale qui va se concentrer sur les destins de différents personnages. Parmi ces personnages, on compte celui de Claude, donc un jeune Américain qui va être mobilisé pour la guerre du Vietnam, puisque donc dans les années 60, les États-Unis sont déjà pas mal embourbés dans la guerre du Vietnam, et donc c'est dans ce contexte-là que la pièce a lieu. Donc Claude qui partira pour le Vietnam. On a également le personnage de Berger, donc le Burger, le leader charismatique de cette tribu hippie. On compte également Sheila, donc une étudiante de NYU qui est très engagée dans les mouvements de contestation politique. C'est surtout d'elle qu'émane la contestation. C'est elle qui va un peu aussi réveiller politiquement l'ensemble de la tribu. En personnage secondaire, on compte également Ginny, dont la principale caractéristique se trouve d'être enceinte et d'être également amoureuse de Claude. On a également Wolf, donc une sorte d'image d'Épinal du gentil hippie blond. C'est lui qui initiera la chanson-titre Hair, on y reviendra. Et enfin, on a également Hood, un militant afro-américain, donc qui va aussi poser la question des droits civiques dans cette Amérique des années 60. Alors, Hair a été créé par deux comédiens à l'origine. Il s'agit de James Rado et de Jérôme Ragni. Ils se sont rencontrés en 1964. Et ils ont commencé à écrire ensemble cette histoire qui est en partie autobiographique. Le personnage de Claude correspond plutôt à la personnalité de James Rado et celui de Burger à Jérôme Ragni. Et d'ailleurs, ils les ont joués dans la pièce lors de l'ouverture à Broadway. Fun fact, on peut apercevoir ces deux comédiens dans le film d'Agnès Varda de 1969, Lion's Love, où ils sont dans une histoire d'amour à trois avec l'actrice Viva, qui était une des muses d'Andy Warhol. Voilà, il y a une espèce de ménage à trois, ça évoque un peu la relation dans Hair entre Claude, Burger et Sheila. Le compositeur de Hair, c'est un Canadien, il s'appelle Galt MacDermot. Donc la musique de Hair est très notable, surtout pour l'époque, on n'avait jamais entendu ça avant. C'est une musique rock psychédélique, très dans les sonorités des années 60, ce qui fait de Hair la première comédie musicale en fait à être entièrement rock. Il y a aussi d'autres sonorités, notamment des choses un peu funk. Galt MacDermot, par la suite, il a écrit aussi d'autres comédies musicales rock qui sont, il faut bien le dire, un peu oubliées aujourd'hui. Même si la pièce dont j'avais jamais entendu parler, qui est sûrement une adaptation de Shakespeare, Two Gentlemen of Verona, a eu le Tony de la meilleure comédie musicale en 1972. Alors, la particularité de Hair, en dehors de cette musique rock, c'est que c'est ce qu'on appelle un concept musical. Qu'est-ce que c'est un concept musical ? C'est une pièce dans laquelle le thème central va être plus important que l'intrigue. En fait, ça s'oppose à ce qu'on appelle le book musical, qui sont des œuvres dans lesquelles l'intrigue, le développement des personnages, etc. est ce qui compte avant tout. Et Hair va être un des premiers concepts musicals, le premier en tout cas à avoir autant de succès, et l'un des plus influents qui a lancé une mode qui va continuer dans les années 70, avec par exemple deux pièces composées par Stephen Sondheim que sont Company et Follies, où on a des situations, mais pas d'intrigue très suivie. Plutôt des petits sketchs en fait. Exactement, et autre exemple, on a par exemple A Chorus Line, où c'est également cette idée qu'on va avoir des personnages qui se succèdent, qui se présentent, des situations, mais pas une grande intrigue avec, une quête personnelle ou un objectif très précis à atteindre pour les personnages. Cette absence d'intrigue, ça me fait penser à quelque chose. Eh bien oui, tout à fait, puisque c'est rigolo, on s'est dit un peu la même chose avec Fanny quand on a vu Hair, on va en reparler. On se moque de Cats avec sa succession de personnages de chats qui se présentent les uns à la suite des autres. Mais en fait, Hair, en tout cas le début, c'est un peu ça. Ils vont se présenter, comme Chorus Line d'ailleurs, chaque personnage se présente et il donne sa caractéristique principale, un petit peu comme dans Cats. Donc, voilà, on remplace les chats par des hippies et on a Hair.
C'est ça. Bon, dans Hair, on peut dire malgré tout que la deuxième partie est un petit peu plus narrative Oui. que la première, et donc c'est vraiment là où ça va se concentrer sur le départ de Claude pour le Vietnam et ensuite son retour. Hair, si elle a été une comédie musicale si connue, c'est avant tout parce qu'elle a fait scandale en fait. Oui. Elle a été contre les conventions de son époque pour plein de raisons. Déjà, tu l'as dit, la musique, c'est la première fois où on a la musique rock qui apparaît sur la scène dite légitime de Broadway. C'est une comédie musicale qui, du fait de son absence d'intrigue, est aussi assez déstructurée, qui laisse une part à l'improvisation. Apparemment, dans les toutes premières versions, les comédiens connaissaient plusieurs rôles et pouvaient donc être interchangeables d'une soirée à l'autre. Et le caractère scandaleux de Hair, ça vient bien sûr aussi de ces thèmes, des situations qu'on retrouve dans cette comédie musicale qui n'ont jamais été auparavant exposées sur une scène de Broadway. On pense à la nudité partielle ou totale des acteurs, on y reviendra, à la prise de drogue, qui parfois d'ailleurs était véritable sur scène, aux scènes de sexe, de métissage, de non-respect du drapeau américain. Et dans les chansons, on va trouver des mots qui n'ont jamais été entendus à Broadway auparavant, tels que fellation, sodomie ou cunilingus. Scandale. Autre caractéristique, c'est vraiment une pièce qui va briser le quatrième mur avec une participation du public. Oui, les membres du cast vont se diriger parmi les spectateurs, vont les toucher, les embrasser et aussi les inviter à monter sur scène pour la chanson finale, la chanson la plus connue, Let the Sun Shine. Le New York Times écrira donc lors de la première à Broadway de Hair, je cite, « Voilà bien la première comédie musicale à Broadway depuis longtemps, qui porte la voix authentique d'aujourd'hui plutôt que celle d'hier. » Donc c'est une comédie musicale aussi qui est très liée à son actualité, au contexte dans lequel elle a émergé et qui pose aussi aujourd'hui du coup la question de son vieillissement. Tout à fait, on en reparlera un peu plus tard. Mais pour l'instant, faisons un peu l'historique de la pièce avec les différentes versions qui se sont succédées. Donc Hair a ouvert Off-Broadway en octobre 67 dans un petit théâtre de l'East Village. Alors c'est une première version, donc une version un peu brouillonne si on peut dire, qui fait appel à la fois à des comédiens professionnels et à de véritables hippies. C'est donc là que se pose malgré tout le style initial de Hair, en particulier cette notion d'interaction avec le public qui peut participer à la contestation s'il le souhaite. Donc évidemment cette interaction est d'autant plus facile quand on se trouve dans un petit théâtre et non dans un grand théâtre de Broadway. Donc c'est une première version qui va se jouer pendant une durée limitée, qui aura un grand succès, mais malgré tout auprès du public restreint de l'avant-garde qui fréquente ces théâtres de l'East Village. Mais alors ce qui est assez étonnant, j'aime bien cette anecdote, c'est que donc, le spectacle va être repéré par quelqu'un qui s'appelle Michael Butler, qui est héritier d'une riche famille et candidat au Sénat américain, et qui en fait a été attiré par erreur au spectacle parce que donc Michael Butler est passionné de culture amérindienne et quand il a vu l'affiche de Hair, il pensait que c'était un spectacle sur les Indiens. Donc ça n'est pas le cas, mais malgré tout, il adorera le spectacle. Lui-même était opposant à la guerre du Vietnam. Il voit donc le potentiel de Hair et décide de le produire pour Broadway. Alors ça ouvre à Broadway en avril 68. Oui, Butler essuie quand même des refus de plusieurs théâtres parce que, en raison du sujet et de la question de l'adéquation d'un tel sujet pour le public de Broadway. Mais malgré tout, il arrive à convaincre le Biltmore Theatre. Alors lorsque ça arrive à Broadway, il y a quand même pas mal de modifications par rapport à la version off-Broadway, notamment dans la mise en scène, les costumes, décors et même aussi dans la structure et les chansons. Oui, on va rajouter 15 chansons en fait entre les deux versions, dont la chanson phare, Let the Sun Shine. C'est aussi une production qui va être, de façon classique, dans le transfert de Off-Broadway à Broadway, une production donc beaucoup plus ample où on va avoir un orchestre qui va passer de 4 à 9 musiciens. Et on va retrouver James Rado et Jérôme Rani dans les rôles principaux. Là encore, donc nouveauté pour Broadway, on va avoir un cast mixte qui va mêler acteurs blancs et noirs et surtout les mettre sur un pied d'égalité, quelque chose qui ne s'était pas vraiment vu auparavant. Et du coup, la pièce dans la foulée va être un grand succès et se jouer pendant 4 ans sur Broadway. Comme quoi l'adéquation du spectacle au public
a malgré tout fonctionné. Alors ça, c'est quelque chose qui a pas mal étonné même le cast lui-même lorsqu'ils ont vu le public qui venait se joindre à eux à la fin du spectacle, parce que on trouvait un public assez bourgeois finalement, des cadres de Wall Street, des habitués des spectacles musicaux. En fait, des gens pas forcément au cœur du mouvement Flower Power, mais qui en tout cas partageaient cette opposition à la guerre du Vietnam. On peut presque dire que Hair a contribué à une espèce de communion momentanée de la population américaine, en tout cas de la jeunesse en tout cas, autour de cette protestation, au-delà des différences sociales. Hair va avoir 2 nominations aux Tony Awards, sans victoire malheureusement, donc nomination en meilleure comédie musicale et meilleure mise en scène. J'ai appris aussi que Hair allait révéler des vedettes, et notamment Diane Keaton. Diane Keaton qui a joué le rôle de Sheila à Broadway. Je pense m'être ensuite souvenu avoir lu que c'était suite à Hair que Woody Allen l'avait entre guillemets repéré, ou en tout cas avait entendu parler d'elle du fait de cette prestation remarquée dans le rôle de Sheila, et apparemment elle avait refusé de se dénuder. D'accord. Sur scène, parce que Jane Keaton, elle est comme ça. Également, le chanteur Meat Loaf qui va être révélé par Hair dans sa version tournée. Et enfin, Donna Summer, dans la version allemande, tiendra également un rôle dans la comédie musicale. C'est rigolo. C'est fou. Donc, après ces productions américaines, Hair, c'est une œuvre qui, et là encore, je pense que c'est assez atypique, d'une œuvre américaine qui très tôt, en fait, va s'exporter et donner lieu à plein de versions internationales. Et peut-être encore une fois que ça c'est lié au mouvement Flower Power, le mouvement hippie qui va toucher la jeunesse du monde entier. Et bien, Hair va très tôt s'exporter. Et on va avoir, donc ça de façon assez classique, une version anglaise dès septembre 68. Version qui va elle aussi révéler une vedette. Oui. Incroyable. Et cette vedette, c'est Tim Curry, qui est, pour ceux qui ne savent pas qui est Tim Curry, notamment le futur Frank-N-Furter du Rocky Horror Show. Entre autres rôles, évidemment, il en a fait plein. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a rencontré Richard O'Brien, qui était comédien dans Hair également. Et Richard O'Brien, c'est celui qui va, quelques années plus tard, composer et écrire le Rocky Horror, qui sera créé sur le West End en 73. Comme quoi, tout est lié. Exactement. Les œuvres un peu contestataires, tout ça. Il y a des rapprochements. Et rock aussi. Donc comme tu le disais, il y a vraiment beaucoup de versions à l'international. En 1970, il y avait déjà 19 versions hors Amérique du Nord. Donc voilà, preuve que l'œuvre a réussi à traduire quelque chose de son époque, comme tu le disais. Et on a aussi une version française qui a été très connue, parce que du coup, on connaît aussi certaines des chansons en français. Tout à fait, donc une version qui arrive en 69 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, donc relativement vite en fait, pour une adaptation française. Les textes sont adaptés par Jacques Lanzmann, qui était un parolier de variété française. Et le rôle de Claude était tenu par 3 comédiens en alternance, parmi lesquels 2 chanteurs de variété, que sont Gérard Lenormand et Julien Clerc. C'est effectivement assez connu que Julien Clerc a joué dans Hair. C'est lui qui chante sur le disque de la version française. Et sa version de Laisser entrer le soleil, en fait, elle est très liée à Julien Clerc dans l'esprit des Français. C'est une pièce qui a scandalisé par ses thématiques, et notamment son traitement de la sexualité, en France également. Hein. Par exemple, en décembre 69, il y a eu une protestation de l'Armée du Salut qui a fait irruption dans la salle pour arrêter le spectacle. Et pourtant, apparemment, la version française serait la version la plus dénudée du monde, avec 90 secondes de nudité contre 21 secondes à Broadway. Incroyable, n'est-il pas? Le paradoxe français. La pièce est à nouveau jouée en France à plusieurs reprises, notamment en 98 au Théâtre Mogador, puis en 2009 et en 2011, dans une version qui faisait le choix étonnant, je trouve, de changer complètement le contexte de la pièce, puisque ce qui menaçait les personnages n'était plus du tout la guerre du Vietnam, mais l'épidémie du sida. Un peu comme si on avait amalgamé Hair avec Rent. Oui, c'est étrange, d'autant que si c'est pour changer le contexte, pourquoi pas avoir fait le choix de le mettre dans le contexte actuel? Oui, encore plus contemporain du coup. Oui, bien sûr, on est d'accord. Ok. Et c'est une œuvre qui, bon, bien qu'elle soit encore une fois ancrée dans son époque, a connu un revival il y a une dizaine d'années à Broadway. Oui, avec quelques jeunes comédiens assez connus, comme Gavin Creel, qu'on a vu par exemple dans Thoroughly Modern Millie, dans le revival de Hello Dolly, ou encore dans The Book of Mormon sur le West End. Et dans le rôle de Sheila, Casey Levy, ou Levi, je ne sais pas comment on dit, qui a créé le rôle de Molly dans Ghost, qu'on a vu dans Les Misérables, et qui a aussi créé le rôle d'Elsa dans Frozen sur Broadway.
Et cette version 2009 donc, a reçu le Tony du meilleur revival, ainsi que plusieurs autres nominations. Alors, nous n'avons vu aucune de ces versions. Hélas. Mais en revanche, nous avons tout récemment vu la version qui s'est jouée à Paris par la troupe de 27 Saville. Oui, une troupe amateur qu'on suit pas mal, puisqu'on est déjà allé voir plusieurs de leurs spectacles. Le précédent étant Rent. Tout à fait, donc un petit peu dans le même esprit, on y reviendra. Vraiment, j'ai trouvé la troupe très impressionnante. Moi, les numéros musicaux m'ont époustouflé. Moi, ce nombre de numéros d'ensemble et de chorégraphie, ça m'a vraiment bluffé par le boulot que ça a dû représenter. Parce qu'ils sont... bon, déjà, le boulot pour chaque comédien individuellement, parce qu'ils sont quasiment tous tout le temps sur scène, mais aussi de monter ça. Enfin, j'ai du mal à me rendre compte comment c'est possible, en fait. Non, c'était vraiment bluffant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'ai trouvé le groupe qui jouait en live particulièrement bon, avec vraiment une énergie rock qui tenait la pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir que la pièce restait assez moderne sur certaines thématiques, notamment le passage sur les violences policières sur les personnes de couleur, qui était très frappant, sur le racisme en général, sur l'impérialisme américain et la guerre, etc. Ça reste d'actualité, en fait. Et d'ailleurs, au tout début, en fait, de la pièce, on a une sorte de montage d'archives d'actualité qui rembobine d'aujourd'hui aux années 60 pour montrer de façon assez efficace la continuité et le lien entre toutes ces thématiques. Ouais, et donc dans les images contemporaines, on avait évidemment des images de Donald Trump, mais aussi des images autour de la thématique des violences policières aux États-Unis, du mouvement Black Lives Matter lors de la scène de violence contre les personnages afro-américains. Enfin, c'était très intelligent, je trouve, d'avoir fait ça, de montrer à quel point ça restait contemporain. Après, la pièce m'a paru un peu plus ringarde, entre guillemets, sur d'autres aspects, notamment l'humour un peu lourdingue, le côté provocation via des blagues de cul un peu fatigantes. Du coup, je me suis un petit peu ennuyée par moments. Moi, dans tout ce qui était pas chanté, encore une fois lié au fait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire... et pourtant, tu sais combien j'aime parfois l'alternance entre numéros musicaux et intrigues. Là, bon, on aurait presque pu se passer des séquences dialoguées. Bah presque, moi aussi. Moi, à chaque fois, j'étais là, quand est le prochain numéro ? Parce que les numéros étaient vraiment trop bien, on le redit. Par exemple, il y a un long passage à la fin de l'acte 1 où il y a une femme, donc, jouée par un homme en drague, qui vient parler au personnage. Enfin, ça m'a paru un peu long et un peu pénible. J'ai pas trop compris le point de cette scène. Oui, j'ai même pas trop compris ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait dire que finalement, que la génération plus âgée s'identifie aussi à de la bienveillance post-parisienne? Je sais, j'ai pas compris. Et les tenants et aboutissants supposément comiques de cette séquence m'ont un peu mis mal à l'aise. Oui, moi aussi. Donc d'après ce que j'ai compris, la version de la troupe 27 Saville suivait d'assez près le script de la version originale de Broadway. Parce qu'il faut savoir que en fait, certaines versions sont assez différentes, l'ordre des chansons n'est pas le même, parce que c'est vrai que, comme on le disait, vu qu'il n'y a pas une intrigue très suivie, c'est vrai qu'une chanson qui est dans l'acte 1 pourrait très bien être dans l'acte 2 et vice-versa. Certaines versions, du coup, prennent des libertés par rapport à ça, mais ce n'est pas le cas de ce que j'ai compris en lisant le pitch original de Hair, de cette version de 27 Saville. On va ensuite parler donc de manière un peu plus approfondie de différentes thématiques qui sont présentes dans la pièce. La première d'entre elles étant la nudité et la sexualité, avec donc cette fameuse fin du premier acte qui voit donc les personnages se dénuder sur scène. Donc apparemment c'était seulement les acteurs volontaires, il n'y a jamais eu d'obligation pour les acteurs de se dénuder sur scène, mais ça leur donnait l'occasion de toucher un cachet supplémentaire de 1,50$ par représentation. Malgré tout. Donc c'est en fait cette seule scène qui a beaucoup fait parler du spectacle, qui a parfois aussi attiré les curieux plus ou moins bien intentionnés. Et apparemment c'est une scène qui a été donc ajoutée dans la version de Broadway, entre le transfert entre Off-Broadway et Broadway, et qui s'inspire d'un fait réel, c'est-à-dire une manifestation à Central Park pendant laquelle des hippies s'étaient déshabillés en signe de protestation. D'accord. Et sur les questions de sexualité, bon, évidemment, la pièce est très explicite sur ça. Il y a des scènes assez sexy où les personnages sont très proches les uns des autres, etc. Il y a la fameuse chanson Sodomie que tu mentionnais, où on a quand même une longue liste d'actes sexuels,
sodomie, cunnilingus, fellatio, masturbation, etc. C'est quand même particulièrement provocateur. Autre thématique particulièrement importante dans Hair, bien sûr, c'est la politique et notamment les allusions à la politique américaine contemporaine. Ouais, on a vraiment beaucoup d'allusions. Donc le président Lyndon B. Johnson, LBJ, qui est même dans le titre d'une des chansons, est mentionné. On a évidemment les mouvements pour les droits civiques, plusieurs scènes qui évoquent des questions de racisme dans les chansons, par exemple Colored Spaces et Dead End. Et on a un truc assez fort autour du personnage de Hud, qui est le membre de la tribu, qui est un militant afro-américain. C'est aussi une comédie musicale qui donne l'occasion de représenter le mouvement hippie et toute la vie en communauté qu'il implique. Ouais, encore une fois, on est vraiment dans une œuvre en parfaite coïncidence avec son époque. C'était créé en 67. C'était l'époque où commençaient à se créer des communautés hippies. Du coup, toutes les valeurs de cette contre-culture sont exaltées dans Hair. La lutte contre le consumérisme, contre l'impérialisme américain, le très fort pacifisme qui animait les mouvements hippies, Flower Power, etc. La guerre va également être très présente dans Hair, puisque on a donc cette dénonciation de la guerre du Vietnam, qui, il m'a semblé, intervient finalement assez tôt. Enfin, on est en plein dans l'actualité américaine, mais par rapport aux autres œuvres qui parlent de la guerre du Vietnam, Hair me semble arriver très tôt. Comme point de comparaison, j'avais les entre guillemets grands films de cinéma qui parlent de la guerre du Vietnam, que sont Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now. C'est plutôt des films de la fin des années 70. Ici, on est à peine à la fin des années 60 et on en parle déjà. Donc en fait, avec ces points de comparaison, ça m'a semblé finalement assez tôt. Oui, d'ailleurs, le film Hair, lui aussi, a été de 79, donc fin des années 70. Donc peut-être qu'il était aussi dans cette mouvance de films où peut-être que le cinéma s'est emparé de cette question du Vietnam. À mon avis, plus tardivement, parce que clairement, dans d'autres domaines artistiques et notamment dans la musique, la contestation de la guerre du Vietnam est venue assez tôt, dans les années 60. Le mouvement hippie, les milieux de la contre-culture étaient déjà vraiment à fond contre cette guerre, avec beaucoup de manifestations, notamment les mouvements étudiants et les mouvements pour les droits civiques. Pas mal d'artistes rock, donc comme je disais, étaient engagés contre la guerre du Vietnam. On peut penser au festival Woodstock, grand festival hippie qui a eu lieu en 69, avec notamment Jimi Hendrix, le célèbre guitariste, qui joue l'hymne américain à la guitare et qui transforme au fur et à mesure avec le son de sa guitare. C'est magnifique, la musique en un son qui va évoquer le bruit des bombes et les destructions de la guerre. C'est très très fort. Mais même avant, il y avait déjà eu plusieurs protest songs de la part d'artistes folk et rock contre la guerre du Vietnam dès 1965 en fait. Autre protestation, on peut mentionner John Lennon et Yoko Ono qui sont opposés à la guerre du Vietnam dans plusieurs de leurs happenings et dans leur chanson assez connue Give Peace a Chance en 69. Donc c'était vraiment dans l'air du temps. C'est juste le cinéma qui est en retard finalement. J'ai l'impression, ouais. Après, c'est aussi cette problématique du média grand public qui peut pas s'emparer de toutes les questions tout de suite, même dans le nouvel Hollywood des années 70 finalement. Ouais. Et enfin, un thème, là encore, omniprésent dans Hair, c'est celui de la spiritualité, avec donc cette fameuse chanson Aquarius, donc, qui correspond au signe du zodiaque Verseau, et qui donc va évoquer l'astrologie à laquelle donc les hippies étaient sensibles. Et alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'apparemment un astrologue aurait même été consulté pour le casting et pour les dates d'ouverture du spectacle de Broadway, pour voir si les planètes étaient bien alignées. Et dans le programme de 68 de Broadway sont donc crédités l'astrologue et le cartomancien attitré de la compagnie comme des personnalités artistiques indispensables. C'est fou ça. On a également des allusions à la religion hindoue, avec à un moment les prières assez connues maintenant, Hare Krishna, Hare Rama. C'est vraiment cette passion pour l'Inde et pour sa spiritualité notamment a traversé vraiment toute la culture hippie et rock dans la deuxième moitié des années 60. C'est très frappant. On a par exemple les Beatles qui sont allés faire des retraites avec un gourou indien en 68, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a une énorme influence de la spiritualité, de la culture et aussi évidemment de la musique indienne sur le rock dans la deuxième moitié des années 60. Alors on va également vous dire quelques mots des chansons, donc les chansons les plus connues. Commençons par la fin. Il y a la chanson The Flash Failures, Let the Sunshine In. Oui, c'est le tube de Hair.
Et alors moi, quand je l'ai vu interprété dans la pièce, ça m'a fait penser à ce que toi tu avais dit, Anna, dans notre épisode sur Funny Girl, à propos de Don't Rain on My Parade. Parce que moi, je connaissais la chanson, mais je connaissais pas du tout le contexte, et donc j'étais hyper surprise. Moi, de façon assez naïve, hein, j'imaginais une chanson très optimiste, relax, flower power, mais en fait, c'est au contraire très glaçant, parce que tout repose sur un effet de contraste qui fait que cette chanson, donc optimiste, hein, sur la capacité à voir l'avenir de manière positive, cette chanson est chantée par une foule contestataire alors qu'on voit le corps de Claude être rapatrié du Vietnam. Donc bien sûr, encore une fois, ça contraste voulu entre le message de la chanson et la réalité terrifiante de la guerre. Alors, particularité de cette chanson qui me frappe à chaque fois que je l'entends, c'est que le célèbre refrain Let the sunshine in n'arrive que très tard dans la chanson, parce qu'il y a une très longue montée en tension, crescendo du couplet qui se répète plusieurs fois, etc. Et ensuite, après, il y a l'explosion du refrain qui se répète à l'infini, on a envie que ça s'arrête jamais, un peu presque, parce que c'est... Et du coup, dans la pièce, ils se mêlent au public, tout le monde chante la chanson avec eux, donc c'est assez jouissif, cette écriture de la chanson qui fait qu'il y a une explosion finale très très belle. Dans les autres chansons connues de la pièce, on a la chanson-titre, hein, Hair, donc une chanson sur les cheveux. Et oui, comme quoi. Hein. Voilà, sur les cheveux, et notamment sur les cheveux longs. Ils n'arrêtent pas de mentionner qu'ils ont des cheveux très longs, qui touchent terre presque. Il y a plein d'adjectifs qui qualifient les cheveux, mais la particularité principale, c'est qu'ils sont longs. Et les cheveux longs, c'est évidemment un des symboles du mouvement hippie, en fait, comme une espèce de refus des conventions. Les mecs se faisaient pousser les cheveux très longs, les filles aussi d'ailleurs. Et alors, il y a une reprise très 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 improbable dans Glee, dans un mash-up avec la chanson Crazy in Love. Voilà, sur la notion de folie, je ne sais pas exactement quelle était censée être l'idée de ce mash-up, parce que c'était dans un épisode dont la thématique était les cheveux. Mais parce que pourquoi pas. Parce que dans cet épisode de Glee, ils vont voir une chorale concurrente où les filles ont des cheveux incroyables, et du coup ils se disent tout est dans les cheveux. Ah oui, c'est Hairography, oui. Le titre de l'épisode. Ah, c'est le Glee des toutes premières saisons, celui qu'on aime. Ben oui, on s'en souvient bien. Autre chanson célèbre de la pièce, la chanson Aquarius, qui se trouve être la première chanson du spectacle. Oui, désolé, j'ai mis un peu dans n'importe quel ordre les chansons. Elle annonce en fait littéralement l'arrivée d'une nouvelle ère, puisque les paroles donc traduites c'est l'aube de l'âge du Verseau. Alors whatever that means, hein, j'ai envie de dire, parce que l'âge du Verseau, je ne sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire, mais bon voilà, ça annonce en tout cas. Ça c'est parce que t'es nul en astrologie. Oui, c'est sûr, j'ai même pas voulu vérifier parce que vraiment ça m'intéresse totalement. Mais voilà, c'est vraiment l'idée qu'un nouvel ère arrive, et littéralement, une nouvelle ère arrive à Broadway, un nouvel ère arrive aux États-Unis, dans la jeunesse, dans tout. Enfin, c'est vraiment une parfaite introduction. C'est une chanson qui a eu un succès assez important aux États-Unis dans un medley avec Let the Sunshine In par le groupe Fifth Dimension, qui était un groupe rock hippie de l'époque, en 69. Et dernière chanson sur laquelle on voulait vous dire quelques mots, Ain't Got No, I Got Life. Oui, alors en fait c'est deux chansons distinctes. Il y a Ain't Got No puis I Got Life, mais elles sont connues presque plus ensemble maintenant à cause d'une version extrêmement célèbre de Nina Simone qui a mélangé les deux chansons. Vraiment une chanson exceptionnelle, très dansante en plus, j'adore cette version. Ce sont deux, on va dire, chansons listes, c'est un peu leur point commun, puisque Ain't Got No, ils listent tout ce qu'ils ont pas. Donc je sais plus ce qu'ils disent, Ain't got no friends, ain't got no shoes, etc. Ah oui. Voilà, pas d'amis, pas d'argent, pas de vêtements, pas de maison. Et à l'inverse, I Got Life, ils lisent tout ce qu'ils ont, et ça c'est le personnage de Burger en l'occurrence, en tout cas dans le film c'est lui qui la chante. Et ils lisent principalement des parties du corps en fait, c'est comme s'il avait que ça, il n'avait rien d'autre que son corps et la vie, du coup, life, et puis la liberté quoi. Alors ensuite quelques mots sur les influences et finalement la postérité de cette œuvre. Donc on avait déjà évoqué la notion de concept musical, hein. C'est une comédie musicale qui va lancer toute une vogue de comédies musicales qui vont donc se caractériser par leur absence d'intrigue au profit de la prévalence d'un seul thème principal.
On peut également citer les comédies musicales d'inspiration hippie comme Godspell en 71 ou Jésus-Christ Superstar en 73 qui évoquent toutes deux la vie du Christ. Oui, tout à fait, et qui sont clairement, à mon avis, dans la continuité de Hair. Donc Godspell, écrit par Stephen Schwartz, et Jesus Superstar par l'ami Andrew Lloyd Webber. Mais après, j'ai l'impression que Hair, c'est pas une pièce qui a eu vraiment... Enfin, elle est très singulière, et elle a pas eu une postérité énorme, il n'y a pas des pièces qui essaient d'imiter Hair. Du coup, il y a eu par la suite, évidemment, beaucoup de comédies musicales rock, mais dans des styles extrêmement différents. Si on pense par exemple à Grease ou à Little Shop of Horrors, c'est des comédies musicales rock, mais à part ça, le rapport avec Hair n'existe quasiment pas. La seule pièce pour moi qui est vraiment une héritière de Hair, c'est Rent. C'est assez différent parce que Rent a quand même une intrigue très suivie, contrairement à Hair, mais pour moi c'est évident qu'il y a une proximité. On a sur un portrait de groupe de jeunes marginaux sans argent, artistes dans l'âme. Il y a même le personnage de Mark dans Rent est cinéaste. Et dans Hair, la pièce en tout cas, il y a un moment où il tourne un petit film, je sais pas si tu te souviens. Oui. Donc il y a aussi des velléités artistiques de certains des personnages. Voilà, une espèce d'esprit de révolte aussi également qui est commune aux deux pièces. Et évidemment, la musique rock. Et deux comédies musicales qui se déroulent dans l'East Village. Ouais. Enfin, dans le Lower East Side, pour être plus précise, dans Rennes, donc un tout petit peu en dessous. Et qui ont été montées d'abord off-Broadway, dans des petits théâtres, puisque c'était avant tout quelque chose sur une micro-communauté, mais qui a ensuite trouvé un public plus large. Oui, exactement, qui ont eu un succès de niche au début, sur lequel ils ont réussi à capitaliser, entre guillemets, par la suite. Il y a des choses en écoutant Hair, parce que moi je connais vraiment très bien Rent et je connais moins Hair. En écoutant Hair, je me suis dit, ah mais ça c'est dans Rent, c'est une référence à Hair, c'est sûr. Et du coup, il y a un truc qui m'a paru amusant, c'est cette manière de lister des artistes et des cinéastes de la contre-culture. Dans la chanson La vie bohème, dans Rent, il cite Antonioni, Bertolucci, Kurosawa, tout ça. Et il y a un peu ça dans la chanson Manchester aussi, dans Hair, où à un moment il cite plusieurs cinéastes. Et il y en a un en commun, je sais pas ce que ça veut dire, entre Rent et Hair, c'est Antonioni. Bon. Je voulais mentionner que moi, lorsque j'avais vu dans la saison 3 de Crazy Ex-Girlfriend, on va pas y couper, hein, la chanson Without Love, You Can Save the World, ça m'a... Tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est pas une parodie directe de Hair, évidemment, mais il y a des petites proximités, notamment avec le film, avec ces groupes de personnes qui dansent dans l'herbe, enfin, dans une espèce de parc, etc. Moi, ça m'a évoqué la scène Aquarius, en fait, au début du film Hair. Et voilà, évidemment, la chanson dans Crazy Ex-Girlfriend, c'est une espèce de parodie / retournement du mouvement hippie, parce qu'ils portent tous des t-shirts, non pas avec le fameux symbole Peace and Love, mais avec des cœurs barrés. En plus, dans les paroles, à un moment donné, elle dit ça, Peace and Love, but not love. Je crois qu'elle dit ça. Exactement. Et donc, cette comédie musicale a été adaptée, tardivement, on l'avait dit tout à l'heure, en film. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Milos Forman en 1979. Donc, période où la comédie musicale classique est disparue depuis bien longtemps, mais où on a épisodiquement quelques films un peu hommages, hein, qu'on avait déjà cités, sur lesquels on avait déjà d'ailleurs fait des épisodes. New York, New York, de Scorsese, All That Jazz, de Bob Fosse, et également l'adaptation cinématographique de Grease. Mais bon, c'est malgré tout une époque où la comédie musicale est devenue bien rare. Donc, Milos Forman, réalisateur tchèque qui avait déménagé aux États-Unis à la fin des années 60, avait alors déjà réalisé le succès Vol au-dessus d'un nid de coucou, 4 ans auparavant. Donc, il avait remporté de nombreux Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et pourtant, c'était quelqu'un qui n'avait jamais fait de comédie musicale auparavant. Mais il avait vu la pièce dès 67, donc dès le tout début, et il avait tout de suite essayé d'obtenir les droits sans succès. C'est en 77, 10 ans plus tard, qu'il est contacté par le producteur Lester Percy, qui avait les droits du film et qui avait déjà proposé le film au studio United Artists. Alors en ce qui concerne les comédiens de ce film, on va citer les 3 rôles principaux. Dans le rôle de Claude, on a John Savage. Alors, John Savage, acteur qui a fait beaucoup de films, il était l'année précédente dans Voyage au bout de l'enfer, donc comme on disait tout à l'heure, un film sur la guerre du Vietnam, donc peut-être que c'est ça qui a donné l'idée de le caster, je sais pas exactement. Dans le rôle de Burger, on a Treat Williams. Alors lui, c'est un acteur qui avait fait de la comédie musicale sur scène auparavant,
C'est vrai que le personnage de Claude, en fait, ne chante pas tant que ça dans le film. Dans la pièce plus, mais dans le film assez peu. Mais Burger, pour le coup, si. Et il avait notamment joué, assez différent quand même, Danny dans Grease, dans la première production de la pièce, en fait. Et dans le rôle de Sheila, on a Beverly D'Angelo. C'était un de ses premiers films, et elle aussi a fait énormément de choses après. Elle a joué dans plein de films et plein de séries. On la voit notamment dans la série Entourage. Voilà pour les comédiens. Les chorégraphies de cette version filmique sont signées Twyla Tharp. Alors je pense que j'ai massacré le nom de cette chorégraphe, je m'en excuse. Donc une chorégraphe qui est plutôt de formation classique, a notamment travaillé avec le New York City Ballet, mais qui a chorégraphié plusieurs comédies musicales, dont la version originale de Broadway de Chantons sous la pluie, donc en 1985, qu'elle avait également mise en scène. Elle a aussi créé la comédie musicale Moving Out en 2002, une comédie musicale autour des chansons de Billy Joel, une comédie musicale qui a été plusieurs fois primée et pour laquelle elle a remporté un Tony Award. Elle a par ailleurs travaillé plusieurs fois avec Milos Forman, donc Hair en 79, puis Ragtime en 80 et Amadeus en 84. Alors, comme d'ordinaire, Anna souhaite nous parler des différences en matière d'adaptation entre la scène à l'écran. Désolée d'être si prévisible. Première différence très notable, c'est évidemment qu'il y a une intrigue beaucoup plus construite dans le film, ce qui est un réflexe classique d'adaptation au cinéma d'œuvres scéniques qui n'ont pas vraiment d'intrigue. C'est ce qui s'est passé pour Cats, par exemple. On cite beaucoup Cats dans cet épisode. Oui. Mais quand on a vu Hair, les points communs nous ont sauté aux yeux. Moi, personnellement, j'avoue que j'aime bien cette tendance, parce que du coup, j'ai trouvé ça un peu moins ennuyeux. Alors qu'on ait quand même un peu plus de narration dans tout ça, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose. Tout à fait. Donc on suit plus spécifiquement le protagoniste, c'est vraiment Claude. Ouais. On est avec lui lorsqu'il rencontre la bande de hippies, et qui finit par se mêler à eux, parce qu'au début, il arrive à New York. En fait, il a quelques jours à tuer avant de rejoindre l'armée. Et donc il va rencontrer cette communauté et s'intégrer à eux, donc on est introduit à cette communauté via le personnage de Claude. Ensuite, la communauté va rencontrer Sheila, qui est dans cette version une fille de la haute société, et du coup ils vont débarquer chez elle et mettre le bazar dans une soirée mondaine, et par la suite Sheila va rejoindre la communauté. Une soirée mondaine qui est censée être le mariage, ou en tout cas les fiançailles de Sheila, non ? Oui, je crois, ouais. En plus, ils rompent ces fiançailles. En fait. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment différent de la pièce. En fait, dans la pièce, la communauté est déjà formée dès le début, en fait. Et il n'y a jamais absolument la notion que Sheila vient d'un milieu comme ça, je pense pas. Hein. Donc dans ce film, on a plus d'infos sur la backstory des personnages, leur contexte familial, etc. Là encore, moi je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que ça les incarne un peu, ça évite l'effet Cats du personnage défini uniquement par une seule caractéristique. Par exemple, j'aime bien quand Burger il rentre chez ses parents parce qu'à un moment donné il a besoin de leur demander de l'argent. Et c'est rigolo de voir ce personnage qui fait vraiment le mec hyper sûr de lui, leader charismatique de la tribu, mais là de le voir entre son papa et sa maman. C'est vrai que cette scène est assez sympa. Alors, chose qu'on peut peut-être regretter, c'est que le film atténue un peu, je trouve, la dimension de triangle amoureux, voire de ménage à trois, entre Claude, Burger et Sheila. Et surtout, en fait, l'attirance entre Claude et Burger. Les allusions à l'homosexualité, en fait, sont beaucoup moins présentes dans le film, ou la bisexualité. Dans le film, on sent que Claude est fasciné par Burger et tout, mais il n'y a pas vraiment de dimension amoureuse. Non, moi je me suis dit qu'on était vraiment dans le typique camaraderie virile, un peu à la Gene Kelly, Frank Sinatra de la grande époque, tu vois, le côté où il va lui apprendre à séduire. Leur complicité tourne beaucoup autour de la séduction des filles. Du coup, ça désamorce vraiment, je pense, ce côté homoérotique. Complètement, alors que dans la pièce, c'est même plus homoérotique, c'est explicite, ils s'embrassent. Donc ça, c'est pour le coup un petit regret, je trouve. Et puis, autre changement vraiment très notable, c'est évidemment la fin, qui est très différente, puisque, en fait, Burger prend la place de Claude, et c'est lui qui va partir au Vietnam, à la guerre, et y mourir. Et vraiment, suite à un quiproquo, enfin, c'est toujours des morts bêtes, on va dire, à la guerre, mais là, ça montre vraiment combien c'est... L'absurdité. C'est stupide, quoi. C'est qu'il se fait passer pour lui permettre d'aller voir les autres de la tribu. Et pile à ce moment-là, comme de par hasard, ils sont mobilisés. Bon, après, il y a aussi un truc, je me disais, je pensais pas que c'était vraiment dans les 10 minutes
que tu partais quand tu partais pour le Vietnam depuis les États-Unis. Oui, là, effectivement. On n'a pas le temps. Hein. Ils montent dans l'avion direct. Donc voilà, on vous a un petit peu spoilé le film. Hein, Bon. Sur les numéros musicaux en particulier, quelques éléments à dire. Le film arrive à trouver des décors et des situations assez originaux et assez frappants pour plusieurs numéros en fait. En plus du fait qu'il coupe plein de chansons, ce qui me paraît pas mal parce que sinon le film c'est très très long. Ils arrivent à incarner chaque numéro pour que ce soit pas trop répétitif. Ouais, mais ça met vraiment de la variété et ça, encore une fois, ça rompt l'effet succession de vignettes. Donc ça, je trouve que c'est encore une fois plutôt une bonne chose. Donc pour donner des exemples, Aquarius, donc la première chanson, est chantée dans Central Park, au milieu des pelouses, des arbres, avec toute la communauté hippie qui danse, même les flics qui viennent à un moment. Ouais. Ensuite, I Got Life, ça vraiment j'aime bien cette scène. C'est la chanson qui va créer le désordre dans le fameux dîner bourgeois bien rangé. Une chanson qui pour le coup m'avait pas vraiment marqué sur scène, mais qui là effectivement m'a bien plu. Ouais, elle est chouette avec ces burgers qui commencent à danser sur la table. Ouais. Vraiment, ils mettent à bas l'ordre bourgeois. C'est assez jouissif. Et la chanson Hair est également chantée donc, par le personnage de Wolf, le hippie blond, dans la prison. Et là aussi, vraiment, on a la musique qui va créer le désordre et évidemment illustrer la révolte des personnages. Mais là encore, je trouvais que c'était pas mal parce que ça motivait davantage la chanson. Enfin, ça fait un peu moins incongru le fait que le mec se mette à chanter au sujet de ses cheveux. C'est sûr. Alors, chanson qu'on n'a pas encore mentionnée, c'est Black Boys, White Boys. C'est assez particulier que cette chanson. Mais dans la pièce, c'est des femmes blanches qui font l'éloge des hommes noirs et ensuite des femmes noires qui font l'éloge des hommes blancs. Et ici, ça m'a amusé parce que c'est construit avec un montage parallèle entre d'un côté, effectivement, les filles de la communauté qui chantent ça et les militaires qui chantent eux aussi et qui disent Black boys are delicious. Et il y a un truc, une espèce de moment d'homo-érotisme militaire assez savoureux, j'ai bien aimé. Ensuite, autre chanson qu'on n'avait pas encore mentionnée, c'est Easy to be Hard. C'est un peu la chanson d'amour un peu triste de la pièce, chantée par une femme, voilà, donc c'est une tradition pour le coup assez classique du théâtre musical en fait. Et alors, par contre, dans le film, elle a vraiment changé de statut, elle n'est plus chantée par Sheila qui se désole du fait que Burger la traite mal, mais là elle est chantée par la fiancée de Hud, qui est un personnage sans doute assez secondaire, donc après la version est très belle, mais c'est vrai que ça fait un peu sortie de nulle part, j'ai trouvé. Et enfin, le final est particulièrement frappant, je pense que c'est une scène assez connue du film, avec Let the Sunshine In chantée lors d'une manifestation géante contre la guerre du Vietnam à Washington, à la Maison Blanche. Oui, c'est encore plus elliptique que dans la pièce, en tout cas la version 27 Saville qu'on a vue, sur le destin donc de ici Berger qui part au Vietnam, puisqu'il monte dans le camion et littéralement le plan d'après c'est un plan sur sa tombe donc dans un cimetière militaire. Alors que dans la pièce on avait une voire deux scènes dans la jungle du Vietnam où bon, la scène assez classique où on voit que c'est la merde intégrale. Mais alors là c'est encore pire, enfin l'ellipse c'est encore pire pour montrer sur encore une fois l'absurdité de la guerre et des morts qu'elle cause. Quoi. Alors le film a été assez peu apprécié en fait par Rado et Rani, donc les créateurs de Hair. Ils avaient le sentiment, sans doute légitime, qu'on ne retrouvait pas l'essence de leur œuvre et notamment que le film présentait les personnages comme assez dépolitisés et en dehors des mouvements pacifistes, des mouvements antiracistes. Par exemple, ils vont jamais à une manifestation. Alors que dans la pièce, il y a quand même toute une scène autour du fait qu'ils organisent une manif et qu'ils vont faire, je sais plus, ils appellent ça un be-in, je crois. Et ça, c'est vrai que dans le film, on évacue un peu la dimension politique du mouvement hippie. Ouais, on a surtout l'impression d'une communauté hédoniste, en fait, qui est une sorte de vision un peu gentillette du hippie qui fume des joints et fait l'amour, et c'est tout, quoi. Ouais. Hors de tout contexte politique, même s'il y a ce contexte de la guerre. Peut-être le seul moment où on en parle un peu, c'est justement le dîner bourgeois, lorsque Berger dit bah oui, mais ce jeune homme va partir à la guerre et tout ça. Bon, on a presque l'impression qu'il s'en sert juste pour tenir une faveur de Sheila. Enfin, c'est un peu bizarre en fait. Ouais, et du coup, le film donne plutôt l'impression que ce moment-là, c'est presque une parenthèse enchantée dans la vie de Claude, entre le moment où il part de chez lui, et le moment où il va faire sa formation militaire. Alors que dans la pièce, c'est l'inverse, c'est le quotidien. Et c'est leur quotidien avec toutes les difficultés, la violence policière, le racisme, la guerre dont on entend toujours parler.
Donc c'est très différent le traitement de cette situation-là. Et même la question de la pauvreté et de l'argent. Au début, il les rencontre quand même parce qu'il lui demande de l'argent, enfin la tribu demande de l'argent à Claude, mais après la question de leurs moyens de subsistance et d'existence ne se pose pas vraiment pendant tout le long du film. Eh bien, nous arrivons au terme de notre gros plan sur Hair. Nous remercions nos partenaires, Tony Comedy et l'écran pop. N'hésitez pas à commenter sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, à nous mettre des étoiles sur iTunes, au nombre de 5 si possible. Merci. Et nous vous disons à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut!